Ah oui, ok. Voilà, bonjour Elisabeth. Bonjour Pascal. Alors je te remercie d'avoir accepté en fait cet échange qui fait suite en fait au mail que tu m'as adressé le 8 novembre 2023 et tu m'avais un petit peu expliqué les circonstances dans lesquelles tu avais pris contact avec moi, puisque le Tianchen devient ce que tu es et que visiblement tu l'as regardé depuis un certain temps et puis je pense que d'une façon ou d'une autre, notre histoire quelque part respective entrait en résonance et tu m'avais également invité à voir un documentaire qui est paru le même jour, le 8 novembre, que j'ai regardé, qui concerne le travail et le fonctionnement de l'INIR, donc l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, dans lequel précisément tu es intervenu, donc donné ton témoignage, et puis tu m'as communiqué en fait ton livre qui a été écrit à l'époque sous le pseudo d'Elisa Blando et qui est intitulé euh, Ipata, tout Mm. dans rien, toujours naissant à l'infini. J'ai lu ton livre et puis je t'ai proposé du coup de faire cet échange parce que de fait, ce livre est entré en résonance avec mon histoire, mais aussi je pense avec l'histoire de nombreuses autres personnes qui, à mains égards, à mon avis, pourraient être touchées par ton long vécu et les événements que tu as dû traverser. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions de l'Officine en 2010. Donc il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts et malgré tout, je pense que c'est une histoire quelque part universelle, raison pour laquelle je souhaitais échanger avec toi. Ma première question en fait, du coup Elisabeth, puisque c'est effectivement là ton vrai nom et ton vrai Mm. prénom, Mm. j'avoue que j'étais intrigué par le titre même de ton livre. Tu peux expliquer pourquoi ce titre Ipata? Ben, en fait, j'avais une amie qui faisait de l'hébreu enfin, qui travaillait à partir de l'hébreu avec Annick de Souzenel, que je connais personnellement pas. Et je voulais intituler mon bouquin tout simplement Ouvre-toi. Mais voilà, ouvre-toi, ose dire, ose parler, ose écrire, n'aie pas peur. Enfin voilà. Et puis bah, je trouvais que voilà, dans notre langue, c'était banal et bateau. Donc je me Mhm. suis dit bah tiens, je vais demander en hébreu comment ça pourrait se dire ouvre-toi. Et cette copine, elle est revenue un jour d'un stage et elle m'a dit bah voilà. Et puis c'était écrit avec les lettres hébreux et elle me l'a lu à haute voix et ça donnait Ipata. Donc voilà, j'ai dit bah Ipata. Mais enfin, c'est effectivement, si on le sait pas, c'est pas très parlant comme ça, quoi. Bon. Voilà, peut-être davantage avec le sous-titre, et puis peut-être davantage effectivement en lisant le contenu de ton livre, c'est-à-dire en comprenant un petit peu ta vie, qui n'était pas effectivement, j'ai envie de dire, une ouverture à l'origine, et donc les mots ouvre-toi, ça a une signification évidemment en termes d'ouverture intérieure, d'autant que ce livre, en fait, Elisabeth, tu l'as écrit peu de temps, je pense, après la mort de ton père Oui. qui est en fait un livre quelque part que tu lui dédies. J'ai le sentiment que tu as vécu tous ces événements, j'ai envie de dire, à son insu parce qu'il n'était pas en mesure d'être en lien avec toi et que quelque part ce livre, c'est un peu un livre de témoignage où finalement tu lui donnes à voir, à entendre les événements majeurs de ta vie qui ont été tus de son vivant. Et donc il apparaît de manière assez régulière, un petit peu en filigrane, où carrément tu t'adresses à lui en disant, tu vois papa, ce qui s'est passé et ce que tu n'as pas su, et quelle était la petite fille que j'ai été, et comment j'ai dû grandir sans ta présence. Et j'avais dit que je souhaitais lire effectivement quelques extraits pour un petit peu baliser justement ce fil conducteur de notre échange. Et donc je commencerai à lire, je dirais, ce premier extrait par le tout début, à savoir le prologue. Tu viens juste de mourir, papa. Jamais tu n'as pu être à l'écoute de mes cris, de mes terreurs, de mes larmes, de mes rires d'enfant. Mes émotions, quelles qu'elles soient, étaient rabrouées, matées. Jamais tu n'as essayé de comprendre ce que vivait la petite fille.
Adolescent, puis adulte, tu m'as toujours jugé sans jamais ouvrir une brèche dans ton exigeante rigueur. Tu aimais remuer le couteau dans la plaie, appuyer là où ça fait mal, là où ça fait peur. Tu prenais du plaisir à traquer la faute, dominer, contrôler, épier. Que se passait-il en fait dans la tête de cette petite fille et comment expliques-tu quelque part ce cri qui était le tien et qui n'était pas en mesure d'être entendu par ton papa? Qu'est-ce qui se jouait là en fait entre guillemets? Quelle était ton enfance? Alors, mon enfance, voilà, un papa qui était charron-forgeron, une maman qui était mère au foyer, qui avait pas son mot à dire. La seule fille, un frère aîné de 11 ans plus que moi. J'ai jamais su pourquoi il y avait 11 ans d'écart. J'ai eu beau poser des questions, on m'a répondu simplement, ça ne marchait pas. Mais je sais pas ce qui marchait pas en fait. J'ai pas eu de réponse. Et puis tout de suite derrière moi, derrière ma naissance, un petit frère qui est arrivé. Donc en fait, j'ai quand même pris conscience, mais ça je le dis dans Ipata, que j'étais un peu coincée entre un grand frère qui a, quand on a pu se parler adulte, donc assez récemment, m'a dit que, et puis ça, je pouvais aussi l'entendre en tant qu'adulte, que 11 ans d'écart, il a quand même été fils unique pendant 11 ans et que donc un bébé qui déboule, ça le pousse un peu de sa place, quoi. Donc, voilà, il pouvait en vouloir à cette petite fille, à cette petite sœur quand même. Donc, je pense qu'il m'en a fait voir un peu toutes les couleurs, hein, quand j'étais petite. Et puis, tout de suite après ma naissance, un autre garçon qui vient et qui, du coup, me pousse aussi de la place juste sûrement que je venais d'occuper avec mon père et ma mère. Donc, je pense que là, s'origine quand même quelque chose de bon. Et puis, une fille, euh, mon père avec, enfin, ça, je l'ai compris aussi plus tard, avec les femmes, enfin, le sexe féminin. Il avait un peu des difficultés quand même. Après, bon, j'ai pas pu poser toutes les questions et puis c'était pas le genre de personne à qui on pouvait poser des questions puisqu'il envoyait promener tout le temps en disant mais bon, est-ce que je t'en pose moi des questions? Sa réponse. Quand j'étais petite, je posais des questions. Je me rappelle plus des questions que je posais, des questions d'enfant. Et il paraît que j'en posais beaucoup, je ne m'en souviens pas, mais il Hmm. paraît que j'en posais beaucoup. Et la seule réponse que j'avais, c'est, écoute, si on te le demande, tu diras que tu sais pas, est-ce que je t'en pose, moi, des questions? À partir de là, ben voilà, quoi. Parce qu'un enfant, Bon. effectivement, est plein de questions et c'est normal. Il découvre Du le coup, je monde et partais, j'étais une petite fille rêveuse, hein, j'aurais pu appeler le livre, tu as dû le lire quelque part dans un des chapitres. quel- une fille plus tard m'a dit, ah, t'aurais pu l'appeler le petit fauteuil. Parce qu'en fait, quand j'étais une petite fille, 6 ans, oui, 6 ans, 7 ans, pas plus, et que mes parents étaient occupés à travailler dans le jardin familial, le jardin potager, euh, j'avais horreur de ça, j'avais pas envie de désherber, j'avais envie de rêver, et j'avais un petit fauteuil en osier qui donnait dans le jardin. Et je me rappelle ça, je me rappelle que je le tirais par le dossier, que je m'asseyais dedans au bord du jardin et que je regardais les hirondelles, les vols d'hirondelles. Et je me souviens, j'ai encore l'émotion maintenant, et je me souviens que j'étais bien, que je quittais un monde qui était dur et que j'étais bien. Donc, je pense que j'étais sûrement une petite fille contemplative, mais qui a été vite cassée, quoi. oui, c'est ça. Mais en fait, quelque part, on comprend évidemment dans tout le témoignage, dans tout ton livre, que ton papa, clairement,
j'ai envie de dire, coupé de ses émotions. Donc, du ouais, coup, forcément, ça a dû, toi, évidemment, avoir ouais, des conséquences sur le plan affectif extrêmement fortes aussi. ouais. Rétrospectivement, évidemment, quand on est enfant, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Forcément, on n'a pas les mots et surtout s'ils ne sont pas mis par les parents. Mais rétrospectivement, tu, tu sais comment toi tu as vécu ça, quelles ont été les conséquences sur le plan émotionnel, affectif pour ta propre vie d'enfant d'abord, d'adolescente ensuite? Le fait que mon père était coupé de ses émotions et qu'il était autoritaire, etc., quel Oui, impact ça a eu dans mon existence? Ben, c'est ça. ça m'a coupé de mes émotions moi aussi, puisque j'avais pas le droit de les montrer. Je, je, je- J'avais pas le droit de manifester. Enfin, ouais, elles étaient matées, mes émotions. Donc, au bout d'un moment, elles rentrent, elles ne s'expriment plus. Ça veut pas dire qu'elles ne sont pas là, mais elles Hmm. ne peuvent plus s'exprimer. Euh, alors, oui, longtemps, j'ai cru que j'en avais plus, mais en fait, voilà, elles ne pouvaient pas s'extérioriser. Et c'était une grande, voilà, ça a créé une enfance en souffrance et au lieu- oui, je sais pas comment dire, quel effet Hmm. c'est de rentrer ses émotions. Bon, étant toute petite, je les rentrais pas, je riais, on m'appelait Jean qui rit, Jean qui pleure. Je riais pour un rien. On me disait que je riais pour un rien ou que je pleurais pour un rien, par exemple. J'ai le souvenir de ça. Et c'était une expression, mais Babette, ces gens qui rient, gens qui pleurent, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, c'était pas entendu, c'était pas écouté, c'était pas respecté, voilà. Et tu as des souvenirs comme ça du coup de comment j'ai envie de dire comment on fait au quotidien pour grandir avec ça, avec ce vide, avec cette incapacité d'être pleinement soi, de pouvoir dire ce que l'on vit, de partager avec ses plus proches, à commencer par ses parents. Comment ça se déroule du coup à l'intérieur? Qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça ne permet pas? Euh, En tant qu'enfant, Hmm. euh, le manque de confiance, plus confiance dans les adultes, euh, un- un- la peur, euh, la peur, parce- le sentiment de pas enfin, d'exister, mais pas tel que je suis. Enfin, voilà, un peu comme un objet quand même, tu vois, un objet qu'on déplace, qu'on peut mettre là ou qu'on peut mettre là. Euh, bon, oui, c'est un peu une colle là que tu poses Mais tu as parce des que souvenirs en fait, tu as des souvenirs, j'ai Elisabeth, très peu de... de souvenirs. Justement, j'ai très peu de souvenirs d'enfance, très peu. Le petit fauteuil, voilà. Les. Sinon, c'est une chape. J'ai les souvenirs que j'étais épiée, que j'étais regardée, que j'étais observée et qu'on me demandait de me taire. Voilà. Et du coup, je me suis tue longtemps. C'est C'est ça. récent que je parle, hein, c'est très Oui, récent. oui. Très récent. Je vais avoir 70 ans au mois de janvier prochain et je parle depuis, je vais dire, 15 ans, Hmm. tu vois. C'est là qu'on voit effectivement le temps considérable qu'il faut pour parfois oser prendre la parole et prendre conscience dans un premier temps forcément de ce qui était de ce qui était vécu. En fait, le livre, quelque part, j'ai le sentiment, je le disais, que tu le disais à ton papa pour faire entendre à ton papa la fille adolescente, l'adulte que tu es devenu également. Et ta maman, en fait, dans l'histoire, elle se trouve où? C'est une bonne question, Pascal. La maman, eh ben, je me demande, moi, où elle se trouve. Parce que là, on n'a pas encore abordé quand même le premier gros accident On le de, fera. voilà. Et là, la maman, pour moi, elle disparaît, hein, elle disparaît parce que, bah, elle n'est pas là. Elle n'est pas là avec sa fille, hein.
Bon, mais on va en parler après. Euh, Ma mère, je n'ai pas de souvenir de tendresse maternelle. Et alors, c'est très curieux parce que j'ai été toute mon existence, depuis l'adolescence jusqu'à récemment, j'ai été une très grosse fumeuse de cigarettes. Je fumais comme un pompier. Et puis, bon, il y a une toute petite dizaine d'années, j'ai décidé d'arrêter parce que je crachais mes poumons comme pas permis. Et j'ai décidé de me mettre à vapoter. Hmm. Hein. Donc, tu vois, j'ai un objet comme ça. Ouais. Voilà. Eh bien, ça, c'est un biberon. Hmm. Et je ne Hmm. peux pas m'en passer. Ouais. C'est un biberon. Et Oui, oui. je mesure ce que je dis. Hein. Ah oui, Et mais je je l'ai peux. sans arrêt, sans arrêt. J'en ai trois, il faut pas que j'en perde un. Donc là, c'est la petite fille, hein, c'est même le bébé, hein, c'est l'enfant. Hein, bon, je l'accepte, hein, je le reconnais, Hmm. j'ai pas honte. Je ne peux rien y faire, je peux pas me guérir de ça aujourd'hui. Bon, ben voilà, je biberonne. Hmm. C'est Ça en un, dit long quand même. Hein. un rapport de succion comme ça, en fait, un petit peu comme avec un biberon C'est ça, ça en qui a dit long. manqué. Mm. Hmm. Je reprendrai quelques extraits de ton livre parce que d'abord, je trouve qu'il est extrêmement bien écrit et qu'il a le mérite de dire les choses telles qu'elles sont et de poser les événements dans leur contexte. C'est un livre, je dirais, extrêmement touffu parce que les événements sont nombreux. Il est sorti en 2010, donc il y a pas mal d'eau, j'ai envie de dire, qui a coulé sous les ponts aussi. Donc l'histoire à raconter est longue et nombreux sont les événements, mais par rapport à ce premier aspect que l'on évoque, par rapport à l'adolescence, l'enfance et la façon dont tout ça a été vécu, euh, la page 24, à mon sens, résumait bien un petit peu notre propos. Tu écris ceci. Du coup, j'étais pleine de nœuds à l'intérieur de moi, toujours coincée entre ce qui fait du bien, du mal, complètement désorientée. Quand c'était trop insupportable, j'avais trouvé la solution. Me faire du mal physiquement. Je me mordais jusqu'au sang, me couper la peau des mains avec des ciseaux, me piquer les joues avec des aiguilles. Et toujours à l'intérieur de moi, cette petite voix. Ça fait même pas mal, ça fait même pas mal. Lorsque ma souffrance devenait intolérable, j'avais comme des évanouissements, une douce impression de tomber dans le mal sans pouvoir me retenir. Et c'était très bon. Je revenais euphorique de ces états bizarres et je riais jusqu'à l'hystérie. Je riais jaune, papa, mais je riais. Tu te souviens de ces événements en particulier, de cette façon quelque part de survivre à une situation intolérable? Euh, je n'en cite pas précisément dans le livre, effectivement, euh, parce que je ne peux pas, je peux pas dire, voilà, il s'est passé ça et à ce moment-là, j'ai réagi comme ça. C'était vraiment, j'étais dans cette atmosphère intérieure-là et dans cette atmosphère extérieure-là aussi. Je ne peux pas le lier à des événements précis. Il y a, tout était, tout était prétexte enfin pas prétexte, mais tout était vécu de cette façon-là. Je veux dire, une souffrance psychique que j'avais besoin de transformer en souffrance physique parce que je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas dire, la petite fille ne pouvait pas dire ce qui la faisait souffrir. Je pouvais pas dire que j'étais, je sais pas, écrasée par mon grand frère. L'enfant ne sait pas ça. Hmm. Que mon père n'aimait pas les filles ou les femmes tout court, à part la Sainte Vierge. Enfin bon, je- l'enfant n'en avait absolument aucune conscience, aucune conscience. C'était, voilà,
je n'étais pas reconnue, je n'avais pas le droit d'exister telle que j'étais. Ça, je le dis aujourd'hui, mais je le ressentais étant enfant, et c'est ce ressenti-là qui me mettait dans une souffrance psychique que je ne pouvais pas verbaliser. Un enfant de 6, 7 ans, il peut pas verbaliser sa souffrance psychique, C'est tu ça. vois. Il peut que dire, ah ben j'ai peur, enfin, je sais pas, j'ai peur du noir. Enfin, voilà, Mhm. mais il peut pas dire qu'est-ce qu'il fait souffrir vraiment. C'est Donc, juste, je transformais en souffrance physique. Je me suis fait beaucoup de mal, oui, beaucoup, beaucoup. ouais. Mm. On pourrait résumer ça en disant quelque chose débordé. C'est ça. Et puis, bon, euh, un père et une mère très catholiques, très traditionnels, il faut quand même le dire, parce que ça compte. Et donc, moi, toute petite, j'étais à l'école maternelle chez les filles de la Charité, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, jusqu'à 6 ans, quoi, jusqu'à l'entrée au cours préparatoire. Et c'était enfin, ma famille et aussi cette éducation à l'extérieur, on, on est du verbe naître mauvais, tu Mhm. vois. Mhm. Donc, c'est tout le temps, ça revenait. Donc, il fallait tout le temps prouver, je sais pas quoi, qu'on n'était pas mauvais. Mais un enfant, il sait pas ce que ça veut dire. Donc, de toute façon, ça, je l'entendais. J'étais mauvaise. Et Mhm. puis, j'étais née comme ça. Donc, bon, ça ne se remettait pas en question, puisque c'était dans mon éducation à l'école et c'était chez mes parents aussi. Il y a- Donc, c'était comme ça partout pour moi. Ça n'aide pas à grandir. C'était, voilà, on est, non, non, Mhm. là, voilà, on est mauvais, quoi. Ouais. L'homme, il naît mauvais. Incroyable. Oui, effectivement, c'est incroyable, mais c'est une réalité pour. Et ça a été transporté et véhiculé longtemps, et je pense que ça l'est encore hein, par certaines personnes. Ouais. Alors, Elisabeth, on vient de brosser à grands traits avec les souvenirs qui sont les tiens ou les souvenirs en creux, j'ai envie de dire, qui sont les tiens par rapport à l'enfance et ton papa ici en particulier. Il y a évidemment un autre aspect qu'on doit évoqué parce qu'il est évidemment central, entre guillemets, et malheureusement dans ton existence. Tu allais avoir 10 ans et tu l'écris dans ton livre témoignage euh, au chapitre 2 intitulé Lettre au Père Léon et tu écris ceci à la page 15. Souvenez-vous, j'avais 10 ans et allais entrer en sixième avec une année d'avance. J'étais assez bon élève et aimais bien l'école. Mes parents vous ont demandé votre point de vue sur l'apprentissage du latin en sixième et vous leur avez dit que c'était une bonne base pour la suite de mes études, que c'était important pour mon avenir et que ça aidait à être bon en français. Vous avez même proposé de me donner des cours particuliers gratuits à votre domicile afin de mettre toutes les chances de réussite de mon côté. Une aubaine pour mes parents. Je n'avais pas trop envie d'aller chez vous car vous étiez moche et vieux et vous me faisiez un peu peur. Mais ce ne sont pas les enfants qui choisissaient chez nous, et je me suis plié, bien malgré moi, au choix des adultes qui avaient la responsabilité de mon éducation. Alors, tu avais le sentiment, j'ai envie de dire intérieur, que ça ne te convenait pas, que tu n'avais pas envie. Tu peux un peu nous raconter cette rencontre avec, j'ai envie de dire, entre guillemets, le père Léon, qui n'était pas véritablement un père comme on peut le souhaiter, l'espérer. Alors, le père Léon, c'était un prêtre, voilà, qui était un ami de mes parents. Il y avait beaucoup de prêtres, de curés à la maison. On habitait près du grand séminaire. Je peux citer la ville. Ça se situe à Sens, exactement dans l'Yonne. Il y a une magnifique cathédrale d'ailleurs. Et
Ce prêtre était d'ailleurs archiprêtre à la cathédrale de Sens. Et donc, voilà, il y avait le grand séminaire tout près de chez mes parents. Et donc, chez moi, il y avait tout le temps des hommes en soutane, des amis de mon père. Cet homme-là était beaucoup plus vieux que mes parents. Euh, C'était quelqu'un d'assez doué intellectuellement. Ça, c'est pas la petite fille qui le dit, c'est moi aujourd'hui, qui était musicien aussi. Et cet homme-là qui venait manger toutes les semaines à la maison, euh, voilà, a proposé effectivement à mon entrée en sixième euh, que je fasse du latin et que bah, du coup, ils pouvaient me donner des cours et que c'était pratique et puis que ça coûtait rien. Donc, mes parents qui étaient très près de leurs sous se sont dit, mais quelle aubaine, effectivement, tu vas... Bon, moi, j'avais pas trop envie d'aller chez cet homme-là parce qu'effectivement, il était vieux, il était, ouais, il était moche, il était moche, il sentait mauvais, il fumait la pipe, il sentait mauvais. Et bon, voilà, bah, moi, j'étais une gamine à 10 ans. Ouais, j'avais pas tellement envie d'aller chez ce monsieur-là. Bon, mais j'ai pas décidé. Donc, voilà, les cours de latin, avant mon entrée en sixième, ben, ma foi, il a fallu que je me les coltine chez lui. Donc, c'était le samedi après-midi, début d'après-midi. Euh, J'étais jamais allée chez lui, puisque c'était toujours lui qui venait manger chez mes parents. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que mes parents soient allés aussi chez lui. Il avait une espèce de deux pièces dans le centre-ville. Il était aumônier d'une école privée de garçons, de petits, oui, de garçons. Et quand j'arrivais chez lui avec mon cartable, il y avait tu sais, des prie-dieux avec des dessus en velours rouge, mais qui étaient retournés pour faire des petites chaises pour les enfants. Et il avait une immense bibliothèque, tout un mur avec des Spirou, des bandes dessinées Spirou. Et lui, il était assis dans un grand fauteuil, comme ça, avec la radio France Musique au-dessus de lui, à fond de ballon, et lui dans un grand fauteuil qui fumait la pipe. Donc, quand on rentrait dans sa maison, d'abord, c'est ça qui est très drôle, il y avait un nuage de fumée, et puis son crâne chauve qui dépassait du crâne et puis De... dessous deux lunettes, une barbichette. Et ça sentait mauvais. Et puis, il y avait des petits garçons qui étaient assis sur les prie-dieux retournés et qui lisaient des magazines, enfin des bandes dessinées. Et donc, quand j'arrivais, ils demandaient aux petits garçons de s'en aller parce que moi, c'était sérieux, j'allais prendre des cours de latin. Il y avait une table en face, donc lui, il était dans un fauteuil, et en face de lui, il y avait une petite table où je m'asseyais et où, voilà, il me donnait des devoirs oui, où il m'apprenait, parce que je connaissais rien en latin et j'étais pas encore rentrée en sixième, j'allais rentrer en sixième, donc c'était un peu des cours avant. Donc je me rappelle des déclinaisons, rosa, 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 enfin bon, voilà. Voilà, et puis il me faisait faire des petits exercices de latin pour une gamine débutante, voilà. Et puis rapidement, ben après, quand j'avais travaillé sur mon cahier, donc face à lui, il fallait que je lui montre mon travail. Donc je sortais de derrière la table, je venais près du fauteuil, à côté du fauteuil, là, il prenait mon cahier et puis il faisait des corrections. Et très rapidement, la main est allée où il fallait pas, sur mon corps à moi. Voilà, ça a commencé comme ça. C'était facile, j'étais à la bonne hauteur. Voilà. Tu as le sentiment, Elisabeth, qu'à ce moment-là, tu dis qu'il était moche et vieux, mais tu le, tu l'as vu à un moment donné éventuellement comme un père de substitution en te disant quelque part qu'il y avait peut-être quelqu'un qui allait avoir de l'affection pour toi et que c'était neuf et que du coup, ce qui t'arrivait, tu ne le comprenais pas vraiment, tu te disais on s'intéresse à moi, même si c'est d'une façon très particulière, évidemment. Non, je l'ai pas pris pour un père de remplacement parce il était autoritaire aussi. Il me faisait aussi peur, autant peur que mon père, hein. Hmm. Et puis, euh, et puis j'avais 10 ans, donc j'avais déjà été au catéchisme pas mal d'années.
Et donc, pour moi, c'était Dieu sur terre, hein, le père Léon, hein. C'était un ami de mes parents. Je veux dire, il avait une aura. Oui, non, oui, il me faisait peur. Non, il me faisait peur. Non, non, il me faisait peur comme me faisait peur beaucoup d'adultes, mais lui encore plus parce que, bah voilà, si j'allais à la cathédrale, il faisait les processions. Enfin, tu vois, je veux dire, c'était Mhm. avec un surplis, avec de la dentelle. Enfin, c'était plus l'homme en soutane. C'était Mhm. tout à coup, il remontait l'allée de la cathédrale avec, avec tous ces gens-là déguisés à leur façon, mais et avec les grandes orgues qui jouaient et tout. Non, c'était Dieu. Enfin, quand j'ai 10 ans, quoi. Mhm. Non, c'était pas mon père. C'était au-dessus de mon père. Mhm. Et- oui, c'était Et, et, mon père. et à 10 ans, en fait, Elisabeth, tu te souviens de ce que ça a engendré, je dirais, en toi comme petite fille? Quelle est la réaction que tu as pu avoir ou que tu n'as pas pu avoir? Comment tout ça a été, entre guillemets, vécu, une sidération? Tu as pu en parler Alors, à une amie, un ami, même à l'âge de 10 ans, ou à tes parents? Comment c'était vécu ça? Alors, écoute, au tout début, voilà, c'était des caresses, c'était la main dans la culotte, j'étais debout à côté de lui. Et rapidement, il m'a tiré sur lui et il m'a fait asseoir sur ses genoux. euh, voilà, et il est passé à des choses un peu plus intrusives que de simples caresses. Voilà. Et là, j'ai eu peur parce que je n'avais jamais vécu ça. Euh, Jamais on m'avait touché, personne ne m'avait touché de cette façon-là et pénétré de cette façon-là. Jamais. D'abord, je ne connaissais même pas mon corps. Hmm. Euh, je, je, je ne connaissais pas mon corps. Pas à 10 ans. Non, non, j'étais une petite fille. Donc, bah, c'est lui qui m'a fait prendre conscience le premier de mon corps. Euh, Là, il, c'est la peur qui a grandi, mais en même temps, il y avait aussi cette interdiction d'en parler. C'était entre lui et moi, c'était un secret. Et entre lui et moi, et si je parlais, je serais punie. Et qui me punirait? Dieu. J'ai 10 ans. C'est J'ai comme ça peur, qu'il j'ai t'explique. peur, j'ai peur, j'ai peur. À cet âge-là, à 10 ans, Elisabeth, tu penses vraiment que le fait de prendre la parole et de dire les choses serait effectivement dangereux, j'ai envie de dire, Ah pour ton oui, salut? Tu penses vraiment que Dieu... ah oui, à 10 ans, oui. Ah oui, j'ai peur, hein. Ah oui, j'ai très peur, j'ai très, très, très peur. Donc tu n'as Donc, pas pu en parler. alors, j'ai fini après. Alors, j'ai pas calculé au bout de combien de temps, hein, mais j'ai fini un samedi après-midi en revenant de chez cet homme-là. Ma mère était dans la salle de bain dans notre maison. euh, et le samedi, on faisait notre toilette pour le dimanche, notre grande toilette. Donc voilà, je la rejoins dans la salle de bain pour faire aussi ma grande toilette. Et là, je lui dis simplement, parce que je ne savais pas comment dire ça, je lui dis simplement, les mots sont d'une, voilà, je lui dis simplement, maman, je veux plus aller chez le père Léon parce qu'il me touche les fesses. C'est tout ce Hmm. que je lui ai dit. Je ne lui ai rien dit de plus. Je la revois près du lavabo, elle se retourne et elle me dit, il faut pas que ton père le sache. Donc tais-toi et on n'en a plus jamais reparlé. Tu as Jamais. quel âge? Tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 10 ans et demi, 11 ans. Je suis allée 2 ans hein, chez cet homme-là. Hmm. J'ai continué à y aller et ma mère le savait. Hmm.
et elle a rien dit. Et elle m'a pas protégée. Donc, tu vois, tu me demandais le rapport à ma mère. Oui. Bah, à 10 ans, je me suis pas rendu compte de ce qui se jouait du rapport à la mère, mais maintenant, oui, dans mon bouquin, elle n'existe pas, hein, elle n'existe pas. C'est ce qui m'a frappé, effectivement, parce que ton père, ça n'a pas pour autant été, j'ai envie de dire, plus facile. Mais tu lui dédies effectivement ce livre et tu en parles et tu dis papa, papa, papa. Mm. Et ta maman, de fait, c'est Elle le n'existe blackout, c'est pas. le silence. Ben oui. Mm. Oui. Alors, c'est le blackout dans le bouquin, évidemment, je pourrais écrire par rapport à ma mère, mais bon, là, le choix était fait. Hmm. Voilà, le choix était fait que ce soit par rapport à mon père, parce que, bon, voilà, en fait, les deux sur des niveaux différents et sur des, des moments vécus différents, de toute façon, il fallait que je me taise. Il fallait que je me taise. Donc, je me suis tue. Jusqu'à plus de 50 ans, je me suis tue. Hmm. Justement, de 12 ans, mettons de 12 ans à 50 ans, ça fait 40 ans. C'est dire que ça a eu un impact sur ta vie extrêmement important. Tu peux un peu justement précisément nous dire au quotidien, au fil des ans, quel est l'impact que ces viols finalement ont eu dans ta vie de femme, dans ta vie affective? Ben, alors, à l'adolescence, j'étais dans l'autodestruction. Alors, j'avais déjà commencé avant, mais là, c'est devenu vraiment grave, quoi. Je veux dire, je me découpais carrément en morceaux. Euh, oui, alors là, j'avais vraiment besoin de me faire très, 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 très mal physiquement, quoi, et personne ne comprenait. Personne ne comprenait. J'étais folle. Je veux dire, ça retombe sur moi. Euh, euh, et, et, et- et personne ne se pose de questions aussi, parce que quand même, ces cours de latin qui étaient faits pour m'aider à l'entrée en sixième, je suis rentrée en sixième et puis j'ai redoublé la sixième, hein. Alors j'étais bonne élève en cours, enfin je veux dire, quand j'étais à l'école primaire, voilà, j'étais une bonne élève. Et puis je passe en cinquième quand même et je redouble la cinquième. Ça fait beaucoup. Et personne ne se pose de questions mais cet enfant-là, jusqu'à 10 ans, elle travaillait super bien à l'école et tout à coup, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne s'est posé la question. Donc j'ai poursuivi comme j'ai pu, j'avais pas envie d'aller à l'école. J'avais, oui, alors j'ai retrouvé il y a quelques années une amie d'adolescence là qui était avec moi en quatrième, troisième. Et qui m'a dit, bah écoute, Babette, à l'école, c'était une bonne amie à moi. Elle me dit, mais tu sais, en fait, tu n'étais pas comme les autres, tu nous faisais peur. Mais j'en avais pas conscience, hein, bien sûr. Donc j'ai grandi avec ça en me taisant et puis en oubliant. Enfin, oublier, c'est beaucoup dire, mais Hmm. En puisque occultant. on m'avait demandé de me taire à 10 ans, ça a été présent tout, pendant les 2 années où j'ai continué à aller prendre des cours de latin. Et puis ensuite, ben, je me faisais tellement mal. Je savais pas pourquoi, j'étais pas consciente pourquoi je me faisais mal, hein. Je faisais pas le lien, moi. J'étais pas capable de faire le lien. Hmm. Euh, et, et, et du coup, oui, quelque part, ça m'a permis de mettre, de noyer ces 2 années-là, de les enquister quelque part à l'intérieur de moi, puisque, hein, tu vois, je me mordais, je me découpais en morceaux, mais sans faire de lien. Hmm. Et ce qui est resté, bah, c'est l'autodestruction. Et l'événement qui faisait ou les événements qui faisaient que j'étais dans l'autodestruction se sont enquistés dans ma mémoire et au plus profond, quoi. Et j'ai oublié, oui, j'ai oublié. Tu as oublié, mais en Enfin, t'écoutant, j'ai j'ai le. oublié.
Ça s'appelle On pas comme ça, il y a s'entend. d'autres mots, mais voilà, Une amnésie traumatique. ouais, c'est ça. Mm. En t'écoutant, j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs finalement silences qui se sont superposés et qui ont fait Oui, que du coup ton propre silence est inscrit dans le silence des autres. Il y a eu le silence évidemment de ce prêtre qui t'a imposé le silence, puis finalement quand tu réussis à prendre la parole, il y a ta mère qui te dit, c'est une injonction finalement, il faut se taire. Et puis, il y a la culture, la société, l'aura du prêtre qui fait que, de nouveau, de manière, sur le plan, cette fois plus collectif, il faut se taire. Donc, ça fait beaucoup de silence pour une petite fille. Et la parole, du coup, on le comprend mieux maintenant, elle survient chez toi après 40 ans. Donc, c'est extrêmement long. Même si dans l'intervalle, et on y reviendra évidemment par la suite, au niveau de ta prise de parole, mais il y a quand même eu, j'ai envie de dire, des événements heureux aussi dans oui, ta vie qui ont fait que certaines rencontres ont été justement, j'ai envie de dire presque entre guillemets des bénédictions sur le plan émotionnel, affectif, se dire que l'amour est quelque chose de possible. Et je songe évidemment en particulier à Jaeux qui était une belle rencontre quand même dans ta vie. oui, oui, à 18 ans, j'ai rencontré, il s'appelle Jean-Yves, hein, Ouais. Jaeux. Voilà, je m'étais inscrite pour faire une colonie de vacances en tant que monitrice. Ça me permettait de ficher le camp de chez mes parents parce que j'avais qu'une hâte, c'était le plus vite possible de quitter ce lieu, cet endroit toxique, de partir, d'oublier tout ça, de partir, voilà, avec, voilà, dans une vie, la vie, une nouvelle vie, autre chose, je sais pas quoi, mais autre chose. Et du coup, bah oui, je rencontre Jaeux, euh, qui, qui était comédien et voilà, on s'est rencontrés en Touraine, donc lui, il finissait le tournage d'un film où il avait un chouette rôle, et puis il n'avait pas de boulot au mois d'août, donc il avait demandé au directeur de la colonie, c'était dans un château à Bourgueil exactement. Et du coup, le directeur de colo lui a dit, bah, écoute, oui, si tu veux être moniteur au mois d'août, il y a de la place et tout ça. Et moi, je suis arrivée de ma province comme monitrice. Voilà, et on s'est rencontrés donc comme ça. Et voilà, lui est tombé amoureux de moi. Moi, pas tout de suite, parce que je pense que j'étais pas prête. Voilà, et puis il avait 6 ans de plus que moi. Mais voilà, notre histoire, oui, elle a pu démarrer là. Donc j'avais 18 ans et il en avait 24. Et, C'est un et, et- peu, oui, c'est un peu quand même aussi un choc entre ta vie qui était la tienne et puis la sienne qui était faite aussi justement de paroles, de liberté, mais aussi de pauvreté, parce que vous avez quand même vécu tous les deux, je dirais, dans une situation quand même extrêmement précaire, même si finalement tu préférais la précarité à ta vie de oui, famille, oui. ça a dû pas mal quand même tirailler aussi entre Ben, l'avant et l'après. ça a été un choc à tout point de vue, un choc culturel aussi, parce que Jean-Yves était militant communiste quand même, hein. Hmm. Athée. Ouais, voilà, à Versailles quand même aussi, hein, tout ça, ça compte. Donc de parents bien enracinés oui, dans le Parti communiste français. Son papa était un intellectuel du Parti communiste français. Et donc, ben voilà, je tombe amoureuse de Jean-Yves. Donc, voilà, le théâtre, c'est génial. Le Parti communiste, mais je savais même pas ce que c'était. Je veux dire, du milieu dans lequel j'avais été éduquée, ça existe. Je savais même pas ce que c'était, mais j'ai trouvé ça formidable, j'ai trouvé ça extraordinaire. Des copains, la solidarité. En plus, à Versailles, on était forcément très solidaires, les communistes, hein, parce que quand même, on n'était pas nombreux. Hmm. C'était C'est plutôt, sûr. c'était plutôt hyper sympa. J'avais jamais rencontré une sorte de grande famille attentive Ouais. comme ça. Et puis des gens qui... Alors, je comprenais rien du tout de ce qu'ils disaient parce que la politique, c'est quand même compliqué pour moi. Moi, dans ma famille, on parlait que de pas grand-chose. Puis moi, de toute façon, j'avais pas droit à la parole. Mais là, j'étais invitée à des réunions où on me faisait une place, mais je ne comprenais rien je comprenais rien du tout.
Ces gens qui parlaient, je ne savais pas de quoi ils parlaient, mais ils étaient sympas. Donc voilà, donc en rentrant à la maison, je posais plein de questions à Jean-Yves pour qu'il m'explique ce que je comprenais pas, mais je comprenais toujours pas. En fait, j'ai jamais compris, C'est un mais c'est autre pas grave. monde. Mais c'est pas, oui. Et puis donc ça, c'était et puis des parents qui étaient enseignants, donc le papa prof de fac, enfin un autre milieu au niveau culture. Mais là, pareil, j'étais muette. J'avais rien à dire dans un milieu pareil. Donc j'écoutais, j'écoutais. Je me souviens de la maman de Jean-Yves qui disait, mais Babette, elle parle des fois, elle parle. Tu vois, je suis restée muette longtemps. Oui, sur scène, oui, c'était des rôles. Donc voilà, j'apprenais mes rôles par cœur. Mais c'est pas moi qui parlais. Bien sûr. C'est aussi quelque part pour toi la découverte d'un autre monde, à savoir que finalement tu te dis, mais il existe un autre monde que celui que j'ai toujours connu, et donc cette Ben oui, ouverture. ben oui. Puis des athées, tu vois, des gens anticléricaux, athées. Euh, mais ça me plaisait, moi. Au moins, là, ça me permettait oui, d'essayer de prendre un peu de recul en me disant, mais ça existe. Enfin, il y a pas que le monde dans lequel j'ai été éduquée qui existe. Il y a d'autres mondes qui se rencontrent pas. Mhm. Donc, c'était une chance. Je me dis, tiens, bah, c'est incroyable. Il y a plein de mondes, en fait. Donc, oui, ça m'attirait. J'étais très attirée, forcément, Mhm. forcément. On pourrait dire, finalement, Elisabeth, que la signification du titre de ton livre commence peut-être là, justement, cette première ouverture. On revenait au titre Ouvre-toi. Est-ce que finalement, c'est cette sortie de chez toi, j'ai envie de dire, cette sorte d'exil, de prise de liberté et cette rencontre avec Jaeux qui fait qu'il y a cette première ouverture intérieure? Ah oui, c'est sûr. Oui, oui. Oui, oui, c'est une grande ouverture pour moi. C'était une Hmm. autre vie. Euh, impensable. Impensable. C'est impensable. Alors je vais, alors je vais lire quand même justement pour essayer quand même de traduire un tout petit peu cet impensable. Ah, mais oui, Reprendre un autre extrait de ton livre que tu pourras, si tu le souhaites, nous resituer dans le contexte, mais je pense que tu l'as déjà fait en filigrane. C'est le chapitre 4, je vais voir ailleurs. 1 heure et demie après mon départ, j'étais dans les bras de Jaë sur le quai de la gare de Lyon à Paris. Fous de joie, nous avons d'abord fait la fête avant de rejoindre Versailles, ma chère, où Jaë avait dégoté notre premier petit logement. C'était un grenier à la limite de la salubrité, avec des meubles pourris et un lot de vieilles vaisselles dépareillées, sans eau chaude ni salle de bain, et WC collectif sur le palier. Jaë n'habitait pas du tout chez ses parents qui étaient de mèche avec nous, et ce grenier fut donc notre premier nid d'amour. Si tu l'avais su, papa, tu nous aurais maudits à jamais. Car selon ta morale, une femme vivant à la colle, c'est une catin. Tu l'as donc jamais su, et j'ai ainsi vécu dans le péché pendant un peu plus d'1 an. hmm, Ça fait de nouveau aussi beaucoup de silence par rapport à ton vécu. Tu ne peux pas non plus en parler. absolument. Je pouvais juste. Bah, les parents de Jean-Yves étaient très sympas avec nous au début, hein. Après, ça c'est compliqué. Mais au début, ils étaient très, très solidaires. Bon, voilà. Bon, ils nous ont pas beaucoup aidés au niveau de la pauvreté alors qu'ils auraient pu quand même. Mais c'était pas grave. Je veux dire, quand j'avais 19 ans, j'étais amoureuse, Jean-Yves aussi, donc tout s'effaçait, enfin les difficultés n'existaient pas. On était prêts à tout en fait. Hmm. Donc oui, je me rappelle plus ce que tu m'as demandé au départ. Là, je suis partie sur autre chose. Non, c'est pas grave. Je dis juste effectivement qu'il y a Ah oui, au niveau du une, silence. oui, Mais oui, ben oui, parce que bah oui, on était obligé de garder le secret du coup. Bah alors les parents du côté de Jean-Yves, bon voilà, ils étaient soutenants, il n'y avait pas de problème pour eux.
Et puis moi, du côté de ma famille, bah oui, ça, là, je me cachais. Jean-Yves, il était censé habiter chez ses parents et moi, j'étais censée habiter toute seule. Voilà, on sait pas trop où, mais quelque part. J'imagine en même temps que ce secret fait partie un petit peu peut-être du plaisir de vivre un petit peu dans l'interdit, parce que tu parles effectivement de catin, de péché, quelque part, c'est complètement à l'opposé de ce que tu es censé vivre Ah en ben tant oui, oui, que... oui. Ah ben oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais même à l'adolescence, hein, j'étais quelqu'un qui transgressait, hein. Même encore maintenant, hein. Bon, après, ça dépend quoi. Mais j'ai toujours, oui, 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 oui. C'est ce qui t'a permis de survivre, peut-être aussi la transgression finalement. Oui, après, c'est pas, il y a aucune mise en danger, c'est pas des choses, mais ça aurait pu, hein, à l'adolescence, ça aurait pu, j'aurais pu, j'étais limite de la délinquance quand même, limite. J'avais Hmm. des copains et des copines un peu limite, hein. Heureusement que j'ai rencontré Jean-Yves. Sinon, j'étais sur cette voie-là de la délinquance, vraiment, vraiment. Ouais, Hmm. ça aurait pu vraiment mal tourner. Hmm. Mais bon, voilà. J'ai envie de poursuivre notre échange, Elisabeth, avec un autre événement qui est aussi, outre ta rencontre avec Jaeux, une joie évidemment, cette première naissance que tu retraces dans ce chapitre 5 en deux mots, bienvenue, Périnou, donc un petit Périne. diminutif pour Périne. Et d'ailleurs, le livre, je l'ai lu ailleurs, c'est aussi l'Évangile de Périne. Tu pourras peut-être nous dire la manière dont tu vois effectivement cet évangile avec d'autres yeux peut-être que ce qui a été effectivement colporté dans ton enfance et par la suite. Mais donc tu écris ceci. Deux ou trois fois, j'ai cru que ce bébé qui gigotait allègrement dans ma bedaine tendue allait naître un peu plus tôt que prévu, car à partir du mois de juin, j'avais eu plusieurs épisodes de petites contractions. Le gynécologue n'y avait rien trouvé d'inquiétant et m'avait assuré que le moment venu, il serait présent à mon accouchement dans sa clinique privée, puisqu'il avait pour mission d'accompagner ses patientes jusqu'au bout de leur grossesse. Ayant toute confiance en lui et en moi, j'ai donc pris le temps de peaufiner mon bébé au fil des jours d'été. Mais le 15 août passé, mon impatience s'est réveillée. Garçon, fille, cadeau d'anniversaire pour Jaeux. Allez mon petit bébé, quelle merveilleuse surprise. Tu nous mijotes. Je suis prête. Alors, tu étais prête à ce moment-là, effectivement? C'était un projet que j'avais, c'était quelque chose que vous aviez Oui, oui, cogité ensemble et oui, 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 on avait un désir d'enfant tous les deux, donc ben voilà, on a fait un bébé. oui. Et Alors on savait comment ça pas s'est passé? effectivement petit garçon, petite fille, il y avait pas encore les échographies, enfin c'était pas, et puis bon, ça nous était égal. Il y avait tout un, non, c'était très beau cette grossesse avec la présence de Jean-Yves, avec ce gros ventre et un être à l'intérieur qui poussait. Et Jean-Yves qui avait accès qu'avec son oreille, qui mettait son oreille, enfin, pour écouter ce bébé ou pour toucher quand ça bougeait. Enfin, oui, c'était une belle aventure. Et puis, on savait pas, fille ou garçon. Donc, on avait trouvé un prénom pour un garçon, un prénom pour une fille, puis on attendait le jour J. Et effectivement, le mois d'août arrivant, je me suis dit peut-être ça sera un cadeau d'anniversaire puisque Jean-Yves était né au mois d'août, à la fin du mois d'août. Hmm. Il n'y a eu en fait, Isabelle, ça me fait penser à autre chose, mais c'est vrai que il n'y a eu aucune inquiétude par rapport à la naissance de cet enfant. Je pose la question parce que l'on sait que
quand éventuellement on n'a pas pu être fils ou fille de ses parents, du coup c'est compliqué parfois d'être à son tour parent puisqu'on part un petit peu émotionnellement en tout cas de rien. On a pas reçu un amour au départ qui fait que on se dit mais j'ai un enfant et comment je m'y prends par rapport à cet enfant. C'est aussi parfois une énorme inconnue, d'autant plus une inconnue pour une personne qui affectivement parlant a eu des difficultés dans sa propre enfance. Alors, je pense que j'avais une grande part d'inconscience. Je vais le dire comme ça. Ouais. Euh, pour moi, c'était l'aventure. Ça faisait partie de l'aventure un peu folle, quoi. D'avoir tout quitté, d'aller au-devant de multiples inconnus, mais qui me faisaient vibrer, quoi. Parce que jusque-là, ça vibrait pas comme ça à l'intérieur de moi. Il y avait pas cette vie. Il y a- ouais, je découvrais une vie palpitante avec beaucoup d'inconscience, hein, beaucoup d'inconscience, vraiment. Et sûrement c'est aussi ce qui permettait l'aventure, quoi, Mhm. avec les difficultés, mais grande part inconsciente, hein, oui. Mais Heureusement peut-être. j'étais jeune aussi, hein, j'étais très jeune quand euh, la grossesse de Perrine, j'avais 23 ans. Ah oui, oui. Alors Perrine, 23 ans. Mm, ouais. mm. Alors Perrine, évidemment, comme n'importe quel enfant, elle grandit et à un moment donné, petit à petit, toi et Joe, vous vous rendez compte finalement qu'elle ne grandit pas comme les autres enfants, qu'il y a des signaux d'alerte, je dirais. Bah, déjà, Qu'est-ce qui se sa passe? naissance s'est mal passée, hein. La Oui, tu naissance de peux. Perrine s'est mal passée. On était dans notre grenier et voilà, il y a eu quand même urgence puisque j'ai perdu les os dans le grenier et donc on a appelé un taxi et Jean-Yves m'a accompagné à la clinique où c'était prévu que je puisse accoucher de mon enfant. Et ça tombait un week-end, donc le gynéco était pas là. C'était une sage-femme qui était là, donc on a sonné, c'était la nuit, c'était minuit et demi, 1 heure du matin. Voilà, un peu en urgence. Ah ben oui, elle va accoucher là, elle a des contractions, elle a perdu les os, donc elle va faire son bébé, quoi. Et puis je suis arrivée, mais pareil, dans une inconscience aussi, quelque part, hein, un petit nuage. Et bon, quelqu'un nous a ouvert la porte, une sage-femme, enfin une infirmière, on savait pas trop qui c'était, mais elle s'est présentée, c'était une sage-femme qui m'a fait rentrer avec Jean-Yves et puis voilà, on appelait ça une salle de travail, c'est pas très joli comme nom, je trouve, mais bon voilà, et puis qui a regardé où j'en étais de cet accouchement et qui m'a dit bon bah, non non non, c'est pas pour tout de suite, je vais vous faire une piqûre, ça va vous calmer. Je n'étais pas excitée du tout, hein. Je- J'étais plutôt calme, enfin, je sais pas pourquoi elle voulait me calmer, mais puis j'étais rassurée, Jean-Yves était avec moi, on était heureux, non, c'était tranquille, hein. Et elle m'a fait une piqûre, une intramusculaire, et elle m'a mis dans une chambre avec Jean-Yves. Et là, toutes les contractions se sont arrêtées. Et elle m'avait dit d'ailleurs, euh, vous n'accoucherez que demain matin. Et elle avait même à peu près situé l'heure entre 9h30 et 10h. Donc c'était très précis, hein. Donc nous, bah, pas de souci, c'était un premier enfant. Moi, je n'étais pas plus renseignée que ça. Bah, j'ai dormi, puis en tenant la main de Jean-Yves qui était assis à côté du lit. Et effectivement, à 9h30, les contractions se sont redéclenchées et j'ai pu aller accoucher, mais mon bébé était mort. Donc, elle a été réanimée à la naissance très longuement, cette petite fille bébé. Hmm. Beaucoup trop longtemps, oui, beaucoup trop longtemps pour qu'il n'y ait pas de séquelles. Donc voilà. Après, elle a été mise en couveuse. Les couveuses de cette clinique privée étaient en mauvais état, donc elle a été transportée en urgence dans un hôpital des Hauts-de-Seine, à Louis Mourier. Et voilà, donc j'ai été séparée de mon bébé tout de suite, quoi.
Et tu as repris rapidement le cours de tes activités, tu dis. Je suis restée à la clinique. Normalement, il faut rester quelques jours quand même pour se retaper. Mais bon, moi, j'avais pas mon bébé, donc il n'était pas question que je reste. Donc, j'ai signé une décharge. Je me suis sauvée. Et à l'époque, on avait un vieux camion. J'ai, J'étais la seule à avoir le permis. Jean-Yves n'avait pas le permis. J'ai pris le volant de mon camion et j'ai couru à Louis Mourier voir mon bébé. Hmm. Elle est restée un mois en couveuse. Tu, tu expliques en fait très bien un petit peu la manière dont Perrine grandit et dont, entre guillemets, les choses se vivent en famille. D'un côté, évidemment, ta réaction à toi en tant que maman, et puis de l'autre côté, la manière dont Jae parvient plus ou moins à prendre la nouvelle et j'ai envie de dire aussi à la prendre du coup en charge. Et par rapport à Perrine, tu dis ceci pour comprendre un petit peu quelle était cette fille qui grandissait et qui avait du mal aussi à grandir, entre guillemets, comme les autres enfants dits normaux. Perrine n'arrivait toujours pas à redresser sa tête, ni à se tenir assise, ni à tenir un objet dans sa main, ni à vocaliser, ni à téter correctement ses vibrants. Je devais agrandir tous les trous des tétines car elle n'avait pas assez de force pour tirer correctement dessus. Par contre, ses sourires et ses yeux avides étaient de pur émerveillement et me ravissaient. Je me questionnais sérieusement sur les réponses qui m'avaient été faites à plusieurs reprises au sujet de son retard, et mon besoin de savoir ce qui se passait chez ma fille a pris le pas sur tout le reste. Deux nouveaux pédiatres ont confirmé mes observations, avouant leur incompétence pour faire un diagnostic plus précis. Un troisième a échappé de peu à la torgnole. En effet, après un examen minutieux et silencieux de mon bébé pantelant, il s'est assis derrière son bureau et, tout en remplissant la feuille de soins, m'a déclaré froidement et magistralement que Perrine avait un très gros retard moteur et que la probabilité était élevée qu'elle soit un légume à vie, mais que nous avions beaucoup de chance d'être les parents d'une petite fille comme ça, car ça allait nous faire grandir. Pour preuve, sans sa fille handicapée, le général de Gaulle ne serait certainement pas devenu le grand homme politique qu'il avait été. Là, on voit un petit peu la manière dont le corps médical prend en charge les choses et annonce évidemment le diagnostic aux parents. C'est un coup de poignard quelque part, cette façon de faire. Il y en avait eu un fusil, je crois que le mec en face, il était mort. C'était pas, c'est pas possible. C'est complètement inconscient de dire ça à des jeunes parents. C'était notre premier enfant. J'avais 25 ans. Euh, di- Pas imaginer qu'un enfant puisse être un poireau, enfin, un légume. Je sais ce que c'est que des légumes. Hmm. Je veux dire, un bébé, un bébé, un petit bébé vivant là, et l'autre te parle de légumes. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. T'as envie de le défoncer. C'est pas possible. Je sais pas s'il a eu lui-même des bébés ou je sais pas, mais légumes. Parce que- Hmm. et comment peut-il dire avec un bébé de 4 mois, que- que- comment, comment sait-il que ce bébé va être un légume? Comment il le sait? Enfin, c'est pas possible. Ça te laisse, ça me laisse et ça laisse à Jean-Yves quelle ouverture, ça nous ouvre à quoi là, enfin, c'est impensable, c'est impensable. Je ne pouvais pas penser ça. Hmm. Donc j'ai du mal à imaginer que quelqu'un puisse le penser quand même. Apparemment, il y en a qui le pensent. En Et tout cas, après, cet homme-là le pensait. ouais, Ce qui était faux d'ailleurs, ça s'est révélé complètement faux. ben justement, Elisabeth, j'ai envie de dire, pour le coup, en quoi était-ce faux? Comment effectivement ça a été vécu ces premières années de Perrine pour toi et pour Yaeux, c'était comment le Ben, quotidien? d'abord, nous avions absolument besoin de savoir, de savoir
pourquoi notre enfant était comme il était et qu'est-ce que c'était. Donc, on a rencontré, mais je sais pas, j'ai pas compté des dizaines de personnes jusqu'à tomber sur la bonne personne qui a posé un vrai diagnostic et qui nous a dit, votre enfant a été réanimé, votre petite fille, elle est infirme moteur cérébral. Moi, c'est clair. Je veux dire, Mhm. voilà, infirme-moteur cérébral. Après, c'est vaste, hein, parce que tous les infirmoteurs cérébraux, ils sont comme nous, ils se ressemblent pas, hein. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas, il y en a qui ni qui marchent ni qui parlent. Enfin bon, voilà, c'est plus complexe que ça, mais ça dépend des lésions, les lésions qui ont été faites au moment de la naissance, en fait, hein. Donc Bien ça, sûr. ça, c'est à découvrir bah, au fil des années, parce que sur un bébé, on ne peut pas s'apercevoir de toutes les lésions. Donc, on a découvert au fil des années les lésions cérébrales de Perrine. Mhm. Et effectivement, elle en avait de sévères. Mais puisque elle est tétraplégique. Donc, tétraplégique, ça veut dire qu'elle peut utiliser ni ses bras ni ses jambes, et aphasique, puisqu'elle ne peut pas parler. Et non seulement, et les IMC, c'est assez particulier parce qu'ils ont, non seulement ils peuvent pas utiliser, enfin, ceux qui ne peuvent pas utiliser leurs membres, euh, ils sont pas mous comme ça. Au contraire, ils ont un tas de mouvements qu'ils ont pas envie de faire. Donc, ils sont parasités par des mouvements qui les empêchent voilà. Donc, Perrine, voilà, elle était tétraplégique et aphasique. Mhm. Donc là, il a fallu accompagner tout ça et ouais, c'est pas rien, jour et nuit. Et au Oui, niveau prise en charge, parce que bon, Ise, on l'a dit, était comédien, donc je pense que lui, quelque part, son métier est important et ça le fait vivre quelque part, ça l'aide peut-être aussi à survivre et du coup, tu te retrouves peut-être davantage avec Perrine. Donc, oui. comment tout ça effectivement se vit, se gère au quotidien? Alors, au quotidien, c'est jour et nuit, courir, être là, être ailleurs, être avec Perrine, enfin, chercher des solutions aussi de prise en charge, euh, aussi bien pour son corps que pour son éducation, parce qu'elle n'était pas un légume. Elle avait une intelligence normale. Donc, elle avait une intelligence normale prisonnière, puisqu'elle ne pouvait pas parler. Et voilà, donc, oui, une intelligence prisonnière. Ben, découvrir tout ça au jour le jour et être là dans un accompagnement qui ne sait pas où on va. Euh, bon, et puis une très grande, alors une très grande souffrance d'avoir un enfant handicapé, parce que le rejet, je veux dire, là, j'ai été rejetée. Enfin, la société ne nous accueille pas, hein, Mhm. ne nous fait pas de place. Euh, c'est la honte quand même d'avoir un enfant raté. Je l'ai vécu, enfin, c'est ce qu'on me renvoyait. Bah, ouais, il n'est pas très réussi, ce bébé, hein. Ça, c'est sûr. Bah, écoute, tu pourrais éventuellement le placer puis en faire un autre un peu plus réussi. Euh, bah non, ça passe pas comme ça pour moi. Mhm. Donc une grande lutte, une grande bagarre, une grande souffrance. Alors là, une souffrance qui s'est réveillée, une souffrance psychique qui s'est réveillée, pas une souffrance physique, une souffrance psychique, parce que incompréhension, mais pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça a un sens? Ce que je vis là, euh, et cet enfant, ça a un sens d'avoir un enfant comme ça? Ça va être quoi sa vie? Euh,
Ah oui, on n'en veut pas en fait de ces enfants-là. Mais oui, mais elle va pas rester un enfant toute sa vie. Elle va grandir, elle va devenir adulte. Mais elle va devenir quoi? On va faire quoi là? Et puis il n'y a rien de tracé, donc c'est à découvrir au jour le jour. Donc un refus. Alors heureuse d'avoir un enfant et en même temps un refus du handicap. Hein. Je peux pas accepter 100% d'avoir un enfant handicapé. C'est pas possible. Il faut être fou pour l'accepter du premier coup. C'est pas acceptable. Non, c'est quand même une douleur pour une mère, j'imagine, d'avoir un enfant effectivement, entre guillemets, handicapé. Ben oui. Mais tu en parles ici très bien, tu parles de ce que ça a pu réveiller. Mais du coup, de fait, parlons, si tu veux bien, de cet aspect-là. Qu'est-ce que ça a pu réveiller? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que ça t'a obligé à traverser? Et ça me refait songer évidemment à ce titre, l'Évangile selon Perrine. C'est pas anodin, ça, en fait, l'accollement, j'ai envie de dire, de ces deux mots, évangile et périne. Qu'est-ce qu'elle t'a obligé quelque part à voir, éventuellement, que tu ne voulais pas voir? Alors là, Pascal, il a fallu quand même beaucoup de temps. D'abord le refus. J'étais toujours au Parti communiste. C'est important, tu vois, de vraiment resituer. Donc, dans un rejet, dans un athéisme, vraiment. J'avais vraiment tout jeté de mon éducation. J'étais vraiment devenue une athée. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a sauvée, je pense. Euh, et du coup, Perrine qui vient reposer d'autres questions que je pose au sein du Parti communiste français. J'allais à mes réunions de cellules très régulièrement à Versailles. Et moi, je commence à poser d'autres questions que des questions, comment je dirais, politiquement correctes. C'est-à-dire que je pose la question de la souffrance humaine, et pas de la souffrance parce qu'on n'a pas assez d'argent pour terminer le mois, ou parce qu'on est exploité par son patron, ou parce que le capitalisme, c'est de la merde. Enfin, tu vois, d'accord? Je Hmm. pose la question de la souffrance. Alors, j'ai plus les mots aujourd'hui, mais je sais que je revenais à la charge régulièrement et que j'étais consciente que la souffrance dont je parlais n'avait rien à voir avec la résolution des problèmes sociaux, des difficultés sociales rencontrées par les gens qui vivent dans la misère ou qui ont des difficultés de travail ou du chômage ou je sais pas quoi. C'était autre chose. Et là, je me suis aperçue qu'on me demandait de me taire parce qu'il y Encore. avait, parce qu'il y avait pas de réponse à mes questions au sein du Parti communiste français. Il y avait pas les réponses écrites dans l'UMA, tu vois. Donc j'ai commencé à me détacher de ce parti en me disant, mais en fait, parce que les réponses qui m'étaient faites, c'est, écoute, Babette, il y a des problèmes plus urgents que ça. Et les problèmes urgents, à l'époque, je me rappelle plus ce que c'était, il y avait des grèves, je sais pas où, enfin, tu vois, des luttes sociales, des mouvements sociaux, je me rappelle plus, hein. Sauf que moi, c'était ça qui était urgent pour moi. Bien sûr. J'en avais plus rien à faire, moi, des luttes sociales de l'époque. Moi, ma priorité, c'était mon enfant. Et qu'est-ce que je vais en faire? Parce que là, il n'y a pas d'école pour elle. Il y a les soins, c'était la galère. Les prises en charge, c'était la... Enfin, voilà, quoi. Et puis, ma souffrance, qui n'était pas... qui était la souffrance d'une femme qui a mis au monde un enfant qui n'est pas comme les autres. Et là, il n'y a pas de réponse politique à ça. Hmm. Voilà. Donc, pour moi, la question c'était est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a un sens? Ben, je sais pas. Est-ce que ça a un sens que je... Oui, mais si ça n'a pas de sens, alors vaut mieux se flinguer. Si ce que je vis, ça n'a pas de sens, je suis passée par là. Si ça n'a pas de sens, bah, je vais pas continuer
à me décarcasser. Voilà, donc je suis passée, tu vois. Mhm. Donc les idées suicidaires qui commencent à arriver là. Hein. Et puis les passages à l'action aussi, passages à l'acte, Mhm. souvent, plus, plusieurs fois. Hein. J'ai été hospitalisée plusieurs fois et réanimée, enfin bon. Voilà, et là, je fais la rencontre. Alors, oui, la rencontre, c'est quand même juste après. Une nuit de folie, parce que j'étais quand même dans la folie. Pépérine, elle avait 7 8 ans, tu vois déjà. Donc, ça faisait 7 8 ans que je me bagarrais jour et nuit avec cet enfant-là, et que j'adorais. Hein. Et, et une nuit, un matin, je me réveille avec ce truc qui clignotait dans ma tête. Je suis la vie. Un truc d'enfance, ça je l'avais entendu dans mon enfance. Je suis la vie. Et je sais que c'est Jésus qui dit ça. Et moi, athée, je dis, ah, t'es la vie. Et moi, je suis en train de crever là. Eh ben, on va voir si c'est vrai. C'est osé, hein. C'est un peu osé. Mais j'ai bien fait quand même. Donc, je savais que c'était dans l'Évangile que c'était écrit. Donc, j'ai été m'en acheter un. Puis je me suis dit, ben, je vais lire, puis je vais faire ce qui est écrit pour voir si c'est vrai. Donc voilà, j'ai commencé par lire ce que je pouvais comprendre, hein, parce que tout n'est quand même pas compréhensible comme ça du premier coup. Mais il y a des choses que je pouvais comprendre, et notamment qu'il y avait dans cet évangile, en tout cas que cet homme Jésus donnait la priorité aux exclus, aux plus petits, et que c'était une priorité, pas que ça passe après, c'était une priorité. Je dis, ah ben, ça tombe bien, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ouais. Et puis comme ça, il y a une ouverture en moi qui s'est faite peu à peu, et j'ai fait des rencontres, 2 rencontres extraordinaires à ce moment-là, dans les années 85. Donc Perrine avait 8 ans. Dans une association où c'était quand même en partie des gens de gauche et de la CGT qui y étaient, je rencontre un prêtre ouvrier. Et dans la cité, parce que là, j'habitais plus Versailles, on avait déménagé, et j'habitais dans une grande cité à Saint-Denis, dans la plus grande cité de Saint-Denis, et je rencontre Monique, une petite sœur de l'Assomption, donc une sœur au travail, mais qui était retraitée, et des rencontres qui ont, oui, c'est pas un hasard, voilà. C'est pas un hasard si je rencontre ces gens-là à ce moment-là, qui ne m'ont rien dit. Je leur ai parlé de moi, ils ont rencontré Perrine, et puis j'ai suivi mon chemin toute seule dans mon coin, sans rien dire à personne, avec l'Évangile, que je découvrais peu à peu et que je mettais en pratique avec le danger que ça peut représenter, parce que c'est quand même très dangereux, l'Évangile. C'était pour toi quelque part peut-être un retour aux Je veux dire, sources, mais un sacré décapage. ouais, non, c'était pas un retour aux sources, parce que le retour aux sources, chez moi, je veux dire, il y avait du jugement et tout ça. Là, l'Évangile, je suis pas jugée. Il Hmm. faut que j'avance, quoi. Faut que j'avance vers l'inconnu, mais avec, en vérifiant si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. J'ai toujours eu besoin de vérifier, moi. Hmm. Euh, Tu parles effectivement des rencontres qui t'ont beaucoup aidé dans cette compréhension aussi de qui était Perrine. Par rapport à Jaeux, du coup, lui, c'est vraiment compliqué pour lui, cette Oui, situation. oui, lui, là, il comprend parce que je peux parler de ce que je vis, je peux lui en parler à Jean-Yves. Ça, ça le met souvent en colère, ça peut l'agacer fortement, mais il entend quelque chose, même s'il peut pas le dire quoi. Parce que beaucoup plus tard, il m'a dit, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, hein, des années plus tard, il m'a dit.
Je savais que tu étais sur une bonne piste, mais moi, je n'y étais pas. Et je ne pouvais pas. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Il est toujours vivant, Jean-Yves, hein. Mhm. Voilà. Donc moi, je découvre peu à peu enfin, c'est Perrine, en fait, sans parler, qui me fait découvrir que, je sais pas comment dire ça, euh, qu'elle est habitée par plus qu'elle, quoi. Tu vois? Et elle me le fait découvrir un dimanche où mon Perrine n'était pas baptisée, hein, elle a jamais traîné dans ces milieux-là. Et un dimanche, avec Monique qui habitait la cité, Perrine me demande d'aller avec Monique. Il y avait une petite chapelle et, et c'était des fils de la charité qui disaient la messe le dimanche matin. Donc un dimanche, ben voilà, Perrine, elle me dit, ouais, bah d'accord. Puis elle aimait beaucoup Monique. Monique, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc on y va, quoi. Et puis Alphonse, donc le prêtre, qui était un vieux monsieur, mais qui était charmant, qui il dansait quand il faisait ses homélies, il remontait l'allée en dansant. Enfin, il était assez étonnant, cet homme-là. Et voilà, et je me rappelle plus de l'évangile du jour, mais je me souviens qu'il prêchait sur bah forcément sur l'amour, parce que s'il prêchait sur autre chose dans une église, ça serait quand même grave. Mais c'était très compréhensible parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans ces cités populaires, donc c'est- voilà, c'était facile d'accès, c'était pas des homélies langue de buis, hein, on va dire. C'était non, on Mhm. pouvait comprendre. Donc il prêchait sur l'amour et à un moment donné, en dansant dans l'allée comme ça, il dit, et l'amour, il s'adresse à tout le monde, et l'amour, il est où? Et il se retourne et il montre derrière l'autel une grande croix en bois avec le Christ dessus. Et Perrine, à ce moment-là, pousse un petit cri suffisamment compréhensible. Elle regarde cette croix et elle se regarde attachée dans son fauteuil. Si tu ne comprends pas, c'est que tu es idiot. C'est pas à toi hein, que je parle, Non, hein, non, je l'entends bien. Pascal. Elle avait quel âge, elle avait quel âge, Perrine, à ce moment-là, plus, tu te Elle a, souviens? non, je me souviens pas, mais je peux le situer 85, 80, elle avait eu 9 ans, Hmm. 9 ans. C'était une petite fille, hein. En fait, Elisabeth, il y a une question fondamentale, essentielle, j'ai envie de te poser, c'est-à-dire que Euh, tu as raconté évidemment les difficultés que c'est que d'avoir un enfant handicapé en termes de gestion du quotidien, en termes de ce que ça remue aussi en soi, mais au-delà de l'aspect douloureux, de l'incapacité de faire certaines choses. euh, Quelle est au fond du fond, quelque part, cette rencontre qui a été permise au-delà de le handicap? Qu'est-ce qui s'est joué, j'ai envie de dire, entre ta fille et toi, entre toi et ta fille? Quel était ce lien finalement? Euh, je comprends pas bien ta question, mais je- Qu'est-ce qui s'est vécu au plus intime entre ta fille et voilà, toi? ok, d'accord. Euh, Ce qui s'est vécu de plus, enfin alors, ce que j'ai découvert, deux choses. La première, c'est que voilà, j'ai suivi l'évangile, hein, j'ai fait comme c'était écrit, j'ai laissé tomber tout ce qui n'était pas Perrine, donc j'ai laissé tomber mon boulot, son papa, et Oui. je me suis avancée. La priorité aux exclus, c'était Perrine. Mhm. Donc, et ça me prenait tout mon temps, jour et nuit. Alors là, j'ai découvert que j'étais dans quelque chose que j'acceptais, hein, puisque voilà, je fais le choix d'eux, j'accepte que ce soit comme ça. Et là, il y a quelque chose en moi qui lâche de comment je peux dire ça? Quel mot je peux trouver? Il y a quelque chose qui lâche, qui est lâché définitivement, hein, de m'accrocher à ce que je veux moi.
et de laisser être ce qui est et d'y être moi aussi, mais dans ce oui-là, dans cette acceptation. Tu vois, enfin, j'aime pas bien le mot acceptation, mais dans consentir à ce qui est, parce que je peux pas le changer de toute façon. Donc, si j'y consens pas, je suis une abrutie. Et là, il y a quelque chose en moi qui a lâché. Alors, je ne peux pas nommer quoi, mais quelque chose de moi, moi, moi qui m'accroche à quelque chose d'impossible. Voilà. Hmm. Hein. Et puis, euh, Perrine qui m'avait demandé qu'on fasse un petit coin dans l'appartement, un petit coin pour voilà. On disait pas prier toutes les deux, mais on aimait bien s'asseoir, allumer une bougie ou s'il y avait une petite fleur. C'était un petit coin réservé où je me mettais en tailleur et où je la tenais très serrée parce que sinon elle s'écroulait, très serrée à l'intérieur de moi, dans mes jambes en tailleur, où je pouvais aussi la mettre en tailleur et la serrer. Et puis là, on faisait silence toutes les deux et c'était important. Et un jour, parce que voilà, Jésus, je lui en avais parlé, enfin, je lui en avais dit pas grand-chose, mais un petit peu quand même, et puis Monique aussi, puis Perrine posait des questions. Et un jour où on était comme ça dans ce cœur à cœur, je vais dire, je lui demande, je lui dis, Perrine, en fait, tu vois, là, on aime bien se retrouver comme ça, avec cette petite bougie et dans ce silence-là, mais pour toi, c'est qui Jésus? Et elle avait des yeux magnifiques. Elle était très, très belle. Physiquement, c'était une très belle enfant. Et elle me regarde avec des grands yeux et elle me fait comprendre, parce elle parlait avec ses yeux, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient comprendre. Elle me dit, ben, c'est toi. Bon, t'as les larmes là qui sortent, hein. Et puis, je lui dis, ben, tu sais, Perrine, pour moi, ben, c'est toi. Quand tu dis ça avec là, des paroles vraies, pas des choses que tu penses, des Hmm. choses que tu vis, mais toute la vie est transformée, tout, tout est transformé, tu vois, c'est, c'est trop fort, c'est au niveau émotionnel, il y a tout qui lâche, quoi, il y a- j'aime pas employer des grands mots, mais quelque part, on était à ces moments-là, on est dans une vérité. On, euh, on craint plus rien. Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, j'ai pas, Il y a une les communion en mots fait sont entre beaucoup vous. trop petits pour dire ça. Tu vois. Hmm. Moi, je suis pas poète, j'écris pas de poésie, mais même les mots sont trop. Hmm. C'est autre chose. Voilà. Oui, ça reste Et pour le ça coup extrêmement, existe. ça reste extrêmement intime, mais c'est de l'ordre de la communion finalement. Si on veut mettre un mot peut-être, c'est de l'ordre de la communion. Mm, mm, mm. Ça me fait songer aussi, parce que tu parlais évidemment de ton papa avec qui ça avait été pour le moins extrêmement compliqué. Si je me souviens bien, il y a un moment donné quand même où tu le remercies dans ton livre par rapport justement au fait que il prend chez lui ta fille. Ah oui, oui, oui. Il aimait beaucoup sa petite fille. Je crois que Hmm. là, lui aussi, il a dû vivre quelque chose de l'ordre d'un renversement, mais comme c'était un taiseux, il a jamais rien pu en dire. Mais il en souffrait. Et il souffrait au bon endroit de lui. Enfin, je veux dire, quand je dis ça, ça a dû lui poser d'énormes questions aussi, le handicap de cette petite fille. Il l'aimait beaucoup, cette petite fille, beaucoup, et il arrivait à communiquer avec elle, avec les yeux. Donc il, il, il avait découvert cette profondeur-là, tu vois, ça l'a, oui, quelque part, ça l'a humanisé, hein. Oui, en partie, oui, oui. Ça nous a rapprochés aussi, tu vois. Même si on ne pouvait pas en dire quelque chose, ça se sent, quoi. On sent. Hmm. Mm, mm, mm. Ça réveillait chez lui sa petite fille
peut-être effectivement aussi sa propre enfance, son propre monde Je sais pas. enfoui, son propre silence. Tu as pu comprendre à un moment donné? Sa fragilité probablement, mais Oui. il en a jamais rien dit, tu vois. Forcément, forcément, ça peut réveiller que sa fragilité parce que il pouvait pas la redresser, sa petite fille, hein, comme il avait essayé de redresser sa fille. Vous voyez C'est vrai. bien qu'il allait. Ben oui, tu, Mm. là, t'es confronté à ton impuissance. Mm. Donc, il a bien dû prendre conscience de cette impuissance face à cet enfant qui était très vivante, hein, qui était très, très vivante et qui appelait. Ben oui, mais tu peux pas réparer sa tête. Non, non, elle marchera pas. Non, non, elle n'utilisera pas ses bras. Et non, non, elle parlera pas. Hein. Tu vois? Ben, t'es impuissant là. C'est de confronter effectivement sa propre impuissance et du coup à sa propre vulnérabilité. Ben oui, bien sûr, Mm. bien sûr. Mais il a jamais pu, hein, tu vois, il a jamais pu le verbaliser parce que d'abord, on parlait pas chez moi. On parlait pas de ses émotions. Ça sortait jamais, jamais, jamais. Fallait, fallait, fallait être fort, Mm. fort, costaud. Faut pas montrer, faut pas montrer. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va mal, en fait. Et Elisabeth, en fait, si pas de ton papa, ça j'entends bien, par rapport à d'autres personnes qui l'ont connu, toi-même, tu n'as jamais rien su en fait de sa propre enfance, de Non. non, ça reste un mystère entre Ouais, guillemets. ouais. Et ma mère aussi, hein, ça reste. Pourquoi cette famille, je me pose toujours les questions. Pourquoi il y avait autant de curés dans cette maison? Mes parents n'avaient pas d'amis. Les seuls amis qu'ils avaient, c'était des curés, quoi. C'était des mecs en soutane. Il n'y avait pas de femmes. Ma mère avait pas d'amis. Et mon père, ses seuls amis, c'était des curés. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Et puis ce mystère autour de ma mère, pour moi aussi, je n'ai pas les clés. Je n'ai pas les clés. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Il y a sûrement quelque chose de très très lourd hein, dans l'histoire familiale. Ça, alors là, j'en Mm, suis convaincue. Hein. mm, Mais j'y ai pas accès. J'y ai mm. pas accès. Mais ça, c'est sûr et certain. Mais ouais, j'y ai pas accès. Je, je, si les gens, si ces personnes-là avaient pu parler quand ils ont pris conscience de leur vulnérabilité, peut-être j'aurais eu les clés, tu vois, il y a du secret derrière, il y a du secret derrière, mais je sais pas quoi. Mhm. Je, je peux, je peux avoir des intuitions, mais ce ne sont que des intuitions, donc ça, je le garde pour moi, Bien sûr. mais forcément, il y a quelque chose de lourd. Forcément, c'est pas, euh, non, c'est quand même très particulier. Hein. C'est une Mhm. famille particulière. Mhm. Mon père avait un frère et une sœur, par exemple, et son frère, euh, son frère a eu sept enfants, pardon. Il y en a deux qui se sont suicidés adultes, tu vois. Et voilà, ils étaient de l'âge de mon frère aîné, ils allaient dans les mêmes écoles. Il y a du lourd derrière. Je sais pas quoi, mais il y a du lourd.